le second débat de ce Sens Public consacré à la haine, au mépris que Donald Trump et son vice-président vouent à l'Europe, symbole selon eux de décadence morale. Où puisse-t-il cette idéologie? Comment défendre nos valeurs démocratiques, humanistes? Faut-il retirer les États-Unis de la liste de nos alliés pour les 4 prochaines années? Avant d'en débattre, on revient sur les déclarations du président américain et de ses fidèles avec Flora Sauvage. Si les Américains n'ont pas attendu Donald Trump pour critiquer les Européens, le ton est monté d'un cran depuis le début de son second mandat. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail, mais maintenant je suis président. Dans l'Amérique protectionniste de Donald Trump, l'Europe est régulièrement vilipendée, accusée d'abuser des États-Unis en matière de défense et de commerce. L'Union européenne est très dure en matière de commerce. Vous savez, vous pensez que l'Union européenne est très amicale? Ils nous arnaquent, c'est tellement triste à voir, c'est tellement pathétique. Côté défense, Donald Trump estime que l'Europe ne fait pas assez d'efforts en matière de dépenses au sein de l'OTAN et voit le vieux continent comme une région décadente, pro-immigration, qui censure les élections. Pour Trump et Vance, les Européens sont en déclin et ils se laissent grignoter par des problématiques en fait qui sont celles d'un déclin des valeurs et ce qui ennuie particulièrement Trump et Vance, un compétiteur sur le plan commercial, et c'est cela qui pose problème aussi à cette administration. Le fossé idéologique entre l'Europe et l'Amérique ne cesse de se creuser depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rupture profonde de la politique américaine qui renoue avec les traditions isolationnistes et protectionnistes interrompues depuis 1945. Pourquoi Donald Trump déteste-t-il l'Europe? D'où vient ce mépris? On en débat tout de suite avec Arnaud Miranda. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes docteur en théorie politique associé au CEVIPOF. Pierre Bourgois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, spécialiste des États-Unis, maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest. Et vous publiez Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard. C'est aux presses universitaires de France. Bertrand Galichet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et Michael Darmon, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Vous avez publié, Arnaud Miranda, dans The Conversation, un article titré « Curtis Yarvin, idéologue du Trumpisme et de la fin de la démocratie ». Je ne connaissais pas, je l'avoue, ce Curtis Yarvin. Qui est-il ? Alors, c'est une des influences majeures de ce second mandat Trump, qui est en véritable rupture avec le premier mandat. Donc, une influence particulière parce qu'elle rompt avec ce qui avait été, en tout cas en matière de politique étrangère, caractéristique du premier mandat de Trump, et on pourrait la qualifier, cette influence, de néo-réactionnaire. En tout cas, c'est ce que Curtis Yarvin défend lui-même. Donc, qui est Curtis Yarvin? Initialement, c'est un ingénieur informaticien qui a monté des startups, mais qui s'est transformé, qui s'est autopromu théoricien politique en écrivant dans un blog qu'il a lui-même créé en 2007-2008, et qui a finalement influencer la jeune garde républicaine qui est autour de Trump maintenant. Et qui entoure le président américain aujourd'hui. Pierre Bourgois, que représente l'Europe finalement? Qu'est-ce que nous, on représente pour ces, je vais les appeler néoconservateurs américains? Alors, je ne considérais pas que Donald Trump est un néoconservateur, mais je rebondirai aussi sur ce que vous disiez. Moi, je pense que Donald Trump est le même. Je pense que Donald Trump est exactement le même sur le plan intellectuel que lors du premier mandat. Il a la même conception du monde, une conception que je considère, comme Walter Russell Mead l'a employée, de jacksonienne. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il faut l'expliquer tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas un isolationniste, c'est plutôt quelqu'un de tendance plutôt réaliste qui s'intéresse avant tout aux intérêts étroits américains, mais qui n'hésite pas à employer la force et en tout cas à montrer les muscles. Et cette idée qu'on montre les muscles uniquement par fierté, par orgueil, et dans le rapport aux Européens, c'est-à-dire que les Jacksoniens ont très peur des alliances qui lient les Américains, qui contraignent les Américains, parce que toujours, le objectif est toujours le même, c'est de préserver les intérêts étroits américains, définis en termes de puissance. D'accord, mais c'est du mépris, de la détestation, à votre avis? Moi, je crois que c'est plutôt de l'ignorance, en tout cas au sens où ils ne nous calculent pas, comme on dit, c'est-à-dire que les Américains considèrent que l'Europe n'a pas beaucoup d'importance. Et ce n'est pas très nouveau. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, savoir si vraiment il y a une rupture entre le Trump de 2016 et celui de 2024, en réalité, j'ai l'impression que
on retrouve les fondamentaux. Et j'ai notamment retrouvé une interview de lui qu'il a donnée au Times de Londres et au quotidien à grand tirage allemand Bild, c'était en janvier 2017, où il disait que les Européens soient unis ou non n'a aucune importance, cela m'est parfaitement égal. L'Union européenne est au service de la puissance allemande. Donc il avait déjà, lors de son premier mandat, une idée très préconçue de sa relation avec l'Europe, qui aujourd'hui, pour lui, représente au fond tout ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire un modèle social qui est beaucoup trop généreux, un modèle économique qui n'est pas performant, un modèle sociétal qu'il n'aime pas parce que trop woke, trop LGBT, et au fond assez décadent. C'est ça l'idée que Trump a de la puissance européenne. Oui, ce sont des mots sur lesquels il faut s'arrêter quand même. Il parle, lui et son entourage, de décadence morale quand ils évoquent l'Europe d'aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'était un élément assez marquant du discours de Vance à Munich en février dernier. Donc J.D. Vance, le vice-président américain, à la conférence sur la sécurité, sur le sol européen à Munich, avec tout ce que cette ville peut avoir de résonance historique, et qui balance quoi? Qui balance une leçon de démocratie, je mets des guillemets, aux Européens, une liberté d'expression, etc. Alors, plus encore, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette phrase choc qui était de dire que finalement, les véritables ennemis de l'Europe étaient à l'intérieur de l'Europe. Et donc ça, c'est clairement une attaque en décadence de l'Europe, en disant finalement, l'Europe est, disons, prise dans ses propres contradictions, elle est prise dans une forme d'autocensure qui limite ses prétentions à être une véritable démocratie, enfin de véritable démocratie au pluriel. Donc il y a bien cette accusation en décadence, mais je pense qu'il y avait quelque chose de plus dans ce discours, puisque c'est assez caractéristique même du discours néoconservateur, hein, finalement, l'idée de décadence. Là, il y a quelque chose, à mon avis, de plus qui en fait une position néo-réactionnaire, c'est l'idée qu'on n'est pas seulement dans une phase de décadence pour l'Europe, mais au bord d'une rupture historique. Alors, on va y revenir là-dessus. Peut-être une petite question, je reste avec vous, Bertrand Galichet, sur cette offensive européenne qui oblige les dirigeants, nos dirigeants européens à changer pour certains de logiciels. Je pense par exemple au futur chancelier allemand, Friedrich Merz, qui était quand même atlantiste, on peut dire ça comme ça. Probablement la tête de file des atlantistes au sein de son parti, la CDU. Oui. Et donc, il est en train de revoir son logiciel politique, contraint et forcé par la politique internationale de Donald Trump. Voilà, il a fait des déclarations d'ailleurs qui sont, même pour les militants et les gens de son parti, complètement hallucinantes par rapport à sa ligne précédente. Mais il n'a pas le choix, il est obligé de constater que les Américains ne sont plus là à leur côté. Alors, j'accueille en duplex depuis l'Italie, depuis Rome, Marc Lazare, qui est professeur à Sciences Po et à l'université Louis à Rome. Et on va parler forcément de Giorgia Meloni, de l'Italie de Giorgia Meloni. Bonsoir Marc Lazare. Est-elle forcément la meilleure alliée de Donald Trump aujourd'hui en Europe ? C'est ce qu'elle pense en tout cas. Et c'est ce qu'elle voudrait démontrer à l'occasion de son voyage à Washington jeudi, le 17 avril, et le lendemain, revenant à toute vitesse dans la péninsule, de recevoir le vice-président Vance à Rome. Oui, c'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle peut jouer un rôle très important en Europe. J'entendais ce qui a été dit à propos du discours de Vance. Elle a quand même dit au lendemain de la conférence de Vance à Munich qu'elle partageait une grande partie des orientations qui étaient présentes dans le discours du vice-président des États-Unis. Donc elle est proche idéologiquement et politiquement de cette administration américaine. Elle est proche de ces deux présidents, vice-présidents, et aussi, c'est important, de Musk. Très très proche de Musk. Donc évidemment, là, il y a une convergence et on va voir en quelque sorte ce que ça va donner à l'occasion de ce déplacement aux États-Unis et de son accueil donc du vice-président américain ici à Rome. Oui, effectivement, ce sera à suivre le 17, donc cette semaine à Washington. Vous avez cité ce discours de J.D. Vance. Je vous en propose un autre. Alors, on est là sur le sol américain, ça se passe dans le Maryland, c'est le 20 février dernier. C'est à l'occasion de ce rendez-vous annuel des ultra-conservateurs, la CPAC, Conservative Political Action Conference. J.D. Vance. Ce que j'essaye de faire comprendre à nos amis européens, et je sais qu'ils sont nos amis, je le pense, et je sais que le président Trump le pense aussi, c'est que l'amitié est fondée sur des valeurs partagées. Vous n'avez pas de valeurs communes si vous emprisonnez des gens qui disent que nous devrions fermer notre frontière.
Vous n'avez pas de valeurs communes si vous annulez des élections parce que vous n'aimez pas le résultat, et ça s'est produit en Roumanie. Vous n'avez pas de valeurs communes si vous avez tellement peur de votre propre peuple que vous le faites taire et que vous le réduisez à l'impuissance. Ayons donc des valeurs communes, défendons la démocratie, défendons la liberté d'expression, pas seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde occidental. C'est la voie vers des alliances fortes en Europe. Défendons la démocratie. De quelle démocratie parle J.D. Vance? C'est là qu'il y a un paradoxe, parce qu'en effet, ce qui est intéressant dans la critique de J.D. Vance, d'ailleurs, il emploie le terme « nous ». Il se place encore dans une logique presque civilisationnelle. Or, lorsque justement il parle de démocratie, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Américains, donc depuis, et c'était pareil pour le premier mandat de Donald Trump, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les Américains scient la branche sur laquelle ils sont et qu'ils ont construite en fait. C'est-à-dire que l'ordre international libéral construit par les Américains depuis 1945 est en train d'être malmené par cette même administration. Donc il y a un paradoxe, parce que J.D. Vance veut que les Européens, et en tout cas que l'Ouest, que l'Occident, se rassemblent autour des valeurs démocratique qu'il estime. Alors démocratie libérale ou libérale, c'est là où est le débat. Mais en tout cas, il y a un paradoxe, parce que de quelle démocratie parle-t-on? Cette démocratie qui est normalement, en tout cas protégée par l'ordre international libéral, cet ordre international libéral est directement attaqué et menacé par Donald Trump. Oui. Michael? Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que quand on entend effectivement les discours sur la décadence occidentale, eh bien, en tout cas européenne au moins, ça rejoint exactement le discours de Poutine. Et on comprend en fait pourquoi ils sont en train ils s'entendent bien, et en fait ils prennent aussi l'Europe en étau, parce qu'ils ont la même critique. Quand Poutine fait des discours, à chaque fois, il cite la décadence, il cite effectivement cette société beaucoup trop libérale, beaucoup trop démocrate, beaucoup trop wokiste, et donnant beaucoup trop de place aux communautés. Et donc en fait, c'est ce à quoi on assiste, c'est justement ce nouvel ordre organisé entre les deux, sur l'Europe. Marc Lazare, je veux bien vous entendre sur cet extrait du vice-président américain quand il parle de la Roumanie quand même, parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé. L'exemple de la Roumanie est assez édifiant. Il fait mine d'oublier que le scrutin il a été faussé par des manipulations, notamment sur le réseau social TikTok. Donc il dit la Roumanie n'a pas respecté le vote des électeurs en oubliant ce qui s'est passé avant. Oui, absolument, mais c'est une vision. Alors, il y a des spécialistes sur le plateau des États-Unis, ce que je ne suis pas, mais je crois que Vance, c'est le véritable idéologue de cette administration. J'entends bien qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui gravitent autour de la coalition assemblée par Trump, mais la cohérence des discours de Vance est absolument impressionnante. Et je trouve que dans l'extrait que vous avez passé, ce qui est intéressant, il a été évoqué le « nous », mais il dit « nous avons des amis en Europe ». Et effectivement, il sait très bien de quoi il parle. Il en a au moins deux qui sont au pouvoir. Le premier, c'est Viktor Orban en Hongrie. Comme vous savez, tout le camp républicain a beaucoup étudié, avant la victoire de Trump, le cas hongrois qui a été considéré comme un exemple à suivre. Or, Orban est aussi non seulement le théoricien, mais le praticien de la démocratie libérale. Il l'a théorisé à plusieurs reprises dans tous ses discours, et notamment autour d'une idée, l'Europe a perdu son âme. L'Europe a perdu son âme parce qu'elle a détruit la famille traditionnelle, elle ne se réfère plus aux valeurs religieuses. Et le deuxième allié potentiel auquel sans doute pense Vance, et c'est pas par hasard qu'il vient à Rome au moment de Pâques, c'est évidemment un voyage aussi où il va essayer de rencontrer le pape, étant donné les conditions dans lesquelles est le pape Francesco, c'est pas encore sûr, mais c'est Giorgia Meloni, parce que Giorgia Meloni, avant même la victoire de l'administration Trump et avant même sa victoire en 2022, s'était positionnée, elle qui venait d'une expérience dans un mouvement d'extrême droite, le mouvement du mouvement social italien, c'est-à-dire le parti néofasciste, continue d'avoir un certain nombre de références à son passé, d'ailleurs qu'elle exprime souvent avec une certaine nostalgie, mais en plus s'est positionnée sur des positions nationales conservatrices. Et c'est pas par hasard, encore une fois, qu'elle a dit qu'elle était d'accord avec le discours de Vance à Munich, c'est-à-dire qu'elle reprend à son compte un certain nombre des argumentaires, notamment, ça a été rappelé, ce risque de décadence, la liberté est en danger en Europe, parce que justement, en Italie, dit-elle, qu'est-ce qui dominait culturellement? C'est la gauche. Il y avait une hégémonie. Elle reprend la notion gramscienne d'hégémonie et elle dit la gauche avait une hégémonie et je suis en train de la détruire. D'ailleurs, ce à quoi elle s'emploie actuellement. Donc, c'est fort idéologiquement. Alors, autre chose après,
je précise tout de suite, elle a ce filon pro-américain, ce lien avec cette administration, mais en même temps, elle essaye de rester en Europe. Elle est confrontée à un dilemme. Ne croyons pas que c'est la femme forte de l'Europe. Elle est confrontée à un dilemme important. Est-ce qu'il faut s'aligner complètement sur les positions américaines? Est-ce qu'il faut s'aligner sur les positions européennes, notamment celles illustrées par Emmanuel Macron et le futur chancelier allemand? Ou est-ce qu'elle peut jouer, comme elle l'espère, le rôle, excusez-moi cet anglicisme, de go-between? Marc Lazare, on y revient tout à l'heure, évidemment, sur les failles potentielles au sein de l'Union européenne. Vous parliez de la Hongrie, ça fait partie des informations de ce lundi après-midi. Le Parlement hongrois qui a voté aujourd'hui un amendement constitutionnel pour consolider l'interdiction, par exemple, de la marche des fiertés LGBT pour réduire encore un peu plus les droits des communautés LGBT en Hongrie, mais aussi un texte visant les binationaux jugés, je cite, traîtres à la nation. Il pourra y avoir d'échéance de nationalité, puis expulsion. Donc voilà le modèle de démocratie illibérale. Hein. Je prends bien garde, toujours bien prononcé quand il dit démocratie illibérale, parce que sinon on s'y perd un petit peu. Je reviens sur l'Europe et ce corpus idéologique de Donald Trump. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord les uns les autres, mais je voudrais bien qu'on rentre là-dedans, parce que est-ce que l'Europe a été finalement, on en a le sentiment, surprise par le Trump numéro 2 ? Alors, je voulais revenir sur cette idée tout à l'heure qui a été dite sur le fait que Vance était vraiment la tête de proue idéologique. Ça, j'en suis absolument convaincu. Pour moi, c'est la grande nouveauté de l'administration Trump 2. Et Vance n'est pas tout seul, il vient avec lui dans ses bagages, enfin, viennent avec lui dans ses bagages quelques idéologues, dont Yarvin, dont j'ai parlé, mais aussi de ceux qu'on appelle parfois les tech bros, donc ces intellectuels milliardaires très influents en Californie, que sont Peter Thiel au premier rang, mais aussi Marc Andreessen, qui est, on le sait, désormais très proche de la nouvelle administration. Et dans cette nébuleuse, il y a quelque chose de très important, c'est que ce ne sont pas fondamentalement des conservateurs. Ce sont vraiment des libertariens, initialement, qui sont convertis à la réaction par stratégie, par intérêt contextuel. Et donc je pense que c'est quand même ça qui fait rupture, c'est-à-dire ce ne sont pas des conservateurs classiques. Et Vance symbolise bien cette alliance un petit peu contre nature entre des conservateurs qui étaient déjà là lors du premier mandat et des anciens libertariens un petit peu changés en néo-réactionnaires et qui sont apparus dans cette nouvelle administration. On l'a déjà évoqué, Bertrand Galichet, mais s'il y a un déclic, c'est la conférence de Munich, c'est-à-dire que J.D. Vance qui vient et qui, devant les Européens, conférence sur la sécurité et la situation en Ukraine, et qui vient en donneur de leçons, en fait. C'est ça. C'est exactement ça, et c'est pour ça aussi que ça a fait un tel scandale et que ça a provoqué autant de réactions en Europe. Chez les Allemands aussi, et je l'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas du tout habitués à avoir à la fois les attaques des États-Unis et d'être obligés d'être dans une situation où ils doivent répliquer de façon extrêmement ferme. C'était en plus à un moment où la situation politique en Allemagne était loin d'être éclaircie, donc c'était encore plus difficile pour eux. Mais là, ils ont quand même pris une douche froide tout d'un coup, et ils se sont aperçus que les États-Unis, c'était pas exactement ce à quoi ils avaient cru pendant des décennies. Après, il ne faut pas, je pense, exagérer la réaction allemande, ni sur le fond, le sentiment des Allemands par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire que les Allemands, ils jouent aussi sur le temps long, et ils savent que Trump, d'abord, dans moins de 2 ans, il a les élections de midterms qui peuvent changer la donne aux États-Unis. Ça dépendra des résultats qu'il aura ou pas, mais il a un temps assez court. Et puis après, il n'est pas éternel. Donc, on peut imaginer aussi que la relation transatlantique germano-américaine évolue dans le temps. Donc, il reste quand même assez prudent. Oui, alors avec la question de la réponse européenne, on va écouter d'abord la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui défend les valeurs de notre continent. Something fundamental has shifted. Quelque chose de fondamental a changé. Nos valeurs européennes, la démocratie, la liberté, l'état de droit sont menacées. Nous constatons que la souveraineté, mais aussi les engagements irrévocables sont remis en question. Tout est devenu transactionnel.
Ursula von der Leyen qui démarre son second mandat, Michael. Il faut se souvenir qu'en 2019, quand elle dit j'ai formé une équipe géopolitique. Donc elle a cette vision, bonne intention. Est-ce qu'elle a pour autant restauré la puissance européenne ? Pas vraiment. C'est vrai que, ne serait-ce que pour comprendre l'ampleur du problème, il faut savoir que Donald Trump n'a toujours pas reçu Ursula von der Leyen. Donc effectivement, ça dit tout depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. C'est la gardienne du temple européen, mais on se demande quand même si UVL, comme on l'appelle, Ursula von der Leyen, n'est pas plutôt devenue une gardienne de phare, on va dire, parce que de ce point de vue-là, c'est effectivement compliqué. Après avoir, comme vous le disiez, effectivement annoncé une Europe puissance, capable de gérer des rapports de force géopolitiques, et bien les crises n'ont cessé de s'enchaîner pour la rappeler durement à la réalité. En 2022, donc la guerre est revenue sur le sol européen et Trump est revenu au pouvoir. La situation s'est encore plus aggravée. Cette Commission européenne, elle a été quoi, plus naïve que géopolitique finalement ? Bon, il y a les choses comme elles sont. Pour l'Union européenne, la relation transatlantique, c'était plutôt la doctrine du transat. C'est-à-dire qu'effectivement, avec l'Europe et Ursula von der Leyen, en fait, elle a poursuivi cette Europe tranquillement, ce qu'on appelle sa sieste stratégique, en pensant pendant des années, que la guerre ne reviendrait pas sur le sol européen, et deux, que si les États-Unis seraient eux toujours là, s'il y avait un problème, pour pouvoir enfin aider l'Europe si on en avait besoin. Une première alerte a eu lieu en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais là, les Américains étaient encore là, et là, c'est dire, c'est le réveil est très brutal depuis janvier 2024, c'est-à-dire depuis 32, mais depuis, les déclarations sont fortes, on l'a compris, on le voit, on l'entend, mais dans les actes, effectivement, il faut regarder les choses en face. L'Europe de la défense n'en est qu'à ses balbutiements, qu'à ses débuts. Se désengager de l'influence militaire américaine, si on écoute très précisément les experts militaires, ça prendra peut-être 5 à 10 ans. Donc effectivement, c'est très très compliqué. Par ailleurs, question de dépendance, pouvoir d'achat, politique, on en parlait, l'Europe, avec la France, continue d'acheminer du gaz russe, parce que les économies européennes ne sont pas encore prêtes de basculer totalement dans la transition électrique ou nucléaire. Et donc les détracteurs, elle en a quand même pas mal, de Ursula von der Leyen, disent qu'au fond, elle prépare plutôt son prochain poste, c'est-à-dire qu'elle voudrait devenir secrétaire générale de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle elle a aussi beaucoup œuvré pour le rapprochement entre l'Alliance Atlantique et l'Union européenne. Donc d'où le fait qu'elle est effectivement favorable à cette doctrine de West against the rest, c'est-à-dire vraiment le monde occidental contre tout le monde, avec l'intention, elle, de rester aussi protégée sous le parapluie américain. Alors, on reparlera de la défense européenne tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reste plutôt sur la voix de l'Europe. Là, aujourd'hui, qui porte ou qui peut porter la voix de l'Europe, Bertrand Guéry ? Alors, nous avons un exemple qui est extrêmement récent, puisqu'en ce moment même, vous savez que le commissaire européen au commerce, M. Šefčovič, est à Washington. On ne sait pas par qui il sera reçu. On ne sait pas à quel niveau est-ce que son homologue ou quasi-homologue voudra bien lui accorder un entretien et quel sera le résultat de cet entretien. Donc ça va être un marqueur intéressant de l'importance que l'administration Trump accorde à l'Union européenne. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que Mme von der Leyen n'avait pas été reçue par Trump, qui ne semble pas très pressé de l'avoir visité Washington. On a eu aussi... C'est pas son intérêt, il veut jouer État par État, deal par deal. Donc il essaye de gagner du temps et entre-temps, négocier pays par pays. Mais on a eu aussi ce camouflet en fait, qui a été infligé à la chef de la diplomatie européenne au mois de février. Elle devait rencontrer Marco Rubio et finalement, il lui a quasiment posé un lapin. Il a annulé le rendez-vous à la dernière minute. Et donc, voilà, c'est encore une illustration de la façon dont l'administration Trump nous considère. Et donc, je reviens vers vous, Marc Lazare, parce qu'il y a cette visite de Giorgia Meloni à Washington. Elle peut difficilement revenir bredouille, quand même. Je pense qu'un voyage pareil a été préparé. Ça, c'est inimaginable autrement, y compris parce qu'elle est quand même critiquée par l'opposition, une opposition divisée, en mauvais état, mais qui lui demande des comptes d'ores et déjà. Donc si elle prépare ce voyage et si le voyage a été confirmé, d'une part, c'est qu'elle est certaine, elle, d'être reçue par Donald Trump en personne, et j'imagine qu'il y a des éléments de négociation. Ça peut être quoi, ces éléments de négociation ? D'une part, d'espérer... Alors, en fait,
je crois qu'il pour bien comprendre sa position, c'est qu'elle n'a pas la même, j'allais dire, considération de Trump que, par exemple, le président Macron. Je pense que Macron pense qu'avec cette nouvelle administration de Trump, une nouvelle phase historique est ouverte. Qu'il faut bien sûr maintenir des rapports avec les États-Unis parce que c'est nécessaire pour des raisons économiques, stratégiques et militaires, mais qu'il faut maintenant penser sans la possibilité d'avoir cette alliance permanente avec les États-Unis. C'est pas du tout la position de Giorgia Meloni. Et j'ajouterais, et ça c'est un élément qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas non plus la position traditionnelle de la politique étrangère italienne, c'est-à-dire pour parler clair de la diplomatie italienne. Parce que l'Italie, depuis 1945, est un pays profondément européen et atlantiste, ou je devrais même dire d'abord atlantiste et européen, en tout cas essayer de mener les deux choses ensemble. Donc elle va essayer d'obtenir peut-être quelques petits éléments d'assouplissement pour l'Italie et pour l'Europe. Elle s'est défendue à plusieurs reprises, ou plus exactement son entourage, elle a dit qu'elle ne défendait pas les intérêts de l'Italie, mais qu'elle y allait aussi pour l'Europe, comme dit-elle, Macron l'avait fait dans un précédent voyage à Washington. Donc elle espère peut-être, et c'est ça qu'elle pense, qu'on peut encore négocier avec Trump, qu'on peut lui faire changer d'avis et que du fait de sa proximité avec lui, je vous rappelle qu'elle était présente lors de l'Inauguration Day à Washington, c'est important, elle avait été invitée, elle s'y était précipitée, et qu'elle espère obtenir quelques avantages peut-être pour l'Italie et pour l'Europe, pour revenir triomphante en direction de son électorat italien, en direction de l'Italie, des Italiens en disant, voyez, j'ai obtenu quelque chose, je suis maintenant, l'Italie est de retour, make Italy great again, on pourrait dire, vous vous rendez compte de la portée que je peux avoir en allant à Washington, et puis en direction de l'Europe, c'est moi et moi seul, l'interlocutrice, l'intermédiaire entre l'administration Trump et l'Europe. Et justement, Mme von der Leyen n'a pas été invitée, mais moi, j'ai été invité. Et voilà ce que je rapporte. Donc, on va voir si ça se réalise. Elle joue gros et tout le monde attend le résultat de cette visite. Oui. Sur cette guerre commerciale, ces droits de douane, Arnaud Miranda, est-ce que, alors tous les économistes disent qu'il y a quand même une menace sur la croissance mondiale. Est-ce qu'elle est logique avec le corpus idéologique de Donald Trump, de déclencher cette guerre commerciale? Alors oui, c'est absolument cohérent. Et d'ailleurs, Curtis Yarvin qui est cet idéologue dont je n'ai pas arrêté de parler, avait déjà, dès les années 2010-2012, défendu ce qu'il appelait un mercantilisme ou un néo-mercantilisme, ce qui est quasiment indéfendable aujourd'hui en économie, et qui finalement... Cette idée a fait son chemin, j'ai l'impression, dans les élites autour de Trump. Donc je pense que ce n'est pas complètement incohérent du point de vue idéologique, puisque le principal, penseur de cette réforme néo-réactionnaire était lui-même néo-mercantiliste. Donc ça, sur ce plan, c'est complètement cohérent. Oui, l'Union européenne, alors qui a annoncé suspendre sa riposte aux droits de douane, eux-mêmes suspendu le gel de Donald Trump jusqu'au 14 juillet, c'est la date qu'on a apprise aujourd'hui. Il y a cette lenteur européenne qui est presque légendaire, Bertrand Gaillichet, mais qui est peut-être un atout finalement en ce moment, face aux volte-face de Donald Trump. Votre avis là-dessus? Ah oui, de toute façon, il faut prendre son temps, puisque l'autre jour, un diplomate étranger disait à propos d'une question que l'on poserait à Donald Trump, et savoir imaginer sa réponse, il disait « ça dépend de l'heure à laquelle vous lui posez la question ». Et je crois que ça résume effectivement pas mal les choses. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous dites c'est cohérent, cette espèce d'attaque sur les droits de douane, c'est vrai, idéologiquement c'est tout à fait construit, mais est-ce que c'est fondé? En fait, pas vraiment. Quand on regarde les chiffres, c'est très intéressant, ceux qui sont fournis par la Commission européenne sur les échanges entre les États-Unis et l'Europe. L'Union européenne, c'est 1600 milliards. Le différentiel, finalement, c'est vrai, en faveur de l'Europe, il est de 48 milliards. Donc c'est très peu de choses. Or, l'administration Trump, elle, argue uniquement sur les échanges de biens, alors que sur les services... Si on intègre les services, effectivement, on aboutit à ce chiffre. Donc voilà, c'est aussi, pour répondre à votre question, c'est aussi en ayant un regard holistique sur le sujet, c'est-à-dire en prenant le temps, qu'on arrivera peut-être à obtenir de l'administration américaine qu'elle sorte de cette posture qui est quand même très idéologique et qui ne va permettre à personne d'avancer. Oui.
Vous vouliez intervenir. Je pense qu'il faut noter quelque chose d'important dans ce retour au mercantilisme, c'est qu'on ne peut pas régler uniquement les questions d'une manière purement économique pour Trump. C'est-à-dire que c'est une réaffirmation du politique et en particulier de la fonction présidentielle par rapport à la question économique. Donc peut-être que ce n'est pas fondé d'un point de vue économique, mais je pense que ce n'est pas la grille d'analyse. La grille d'analyse, c'est qu'est-ce que ce genre de mesure fait à la situation géopolitique et à la fonction présidentielle. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, mais on va quand même se rendre compte que les critiques, les coups bas des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, les présidents n'ont pas attendu Donald Trump pour en imaginer. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre, puisque Steve, on peut dire, rebonsoir, que ces dernières frictions ne sont pas les premières. Non, l'une des oppositions récentes les plus fracassantes, Thomas, remonte peut-être à la guerre en Irak. On est au début de l'année 2003. Les États-Unis de George Bush réclament le soutien des pays de l'OTAN pour intervenir militairement en Irak. Donc la France de Chirac, l'Allemagne de Schröder sont réticents. Ils le font savoir publiquement, mais Washington ne l'accepte pas. Voici ce que déclare Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. Je ne vois pas l'Europe comme étant l'Allemagne et la France. Je pense que c'est la vieille Europe. Si vous regardez l'Europe entière, son centre de gravité passe à l'Est. Et quelques semaines après cette déclaration, Dominique de Villepin prononcera son célèbre discours au Conseil de sécurité de l'ONU. La France refusera de participer à l'aventure irakienne. Et ces relations, elles ne sont pas forcément plus roses avec les démocrates. Non, on va voir ces images. Mars 2009, Barack Obama vient d'être élu. Il traverse l'Atlantique pour son premier sommet mondial, le G20 à Londres. Le président américain a un message à faire passer aux Européens. Vous devez dépenser plus pour sauver l'économie mondiale. On est juste après la crise des subprimes. Les États-Unis ne veulent pas faire le sale boulot tout seuls. Ils demandent aux Européens de mettre la main à la poche. Les Européens, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Des tensions vont très vite apparaître entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy, qu'on a vu. De lune de miel entre les deux hommes, il n'y aura pas. Commentaire d'un proche du président américain en 2010 à des médias. Les Européens sont mal dans leur peau. Plus proche de nous, cette affaire qu'on a surnommée l'affaire AUKUS. AUKUS, du nom de ce partenariat stratégique trilatéral annoncé en septembre 2021. L'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis s'accordent pour renforcer leur coopération militaire dans la région Indo-Pacifique. Point central de cet accord, la fourniture de sous-marins nucléaires à l'Australie. En signant cet accord, le gouvernement australien annonce annuler le contrat géant signé avec nous, Français. On l'appelait le contrat du siècle. 12 sous-marins conventionnels commandés quelques années plus tôt pour la modique somme de 56 milliards d'euros. Contrat rompu sans avertissement préalable. Jean-Yves Le Drian ne décolère pas. Écoutez-le. L'alliance, ça veut dire la transparence, ça veut dire la prévisibilité, ça veut dire l'explication, ça veut dire se parler, ne pas se cacher, en particulier sur les sujets essentiels. Or, tout ça n'a pas été au rendez-vous. En réaction, Emmanuel Macron avait appelé les Européens à sortir, je cite, de la naïveté vis-à-vis des Américains. Le chef de l'État demandait une action rapide. C'est avec le même pragmatisme, la même lucidité pour notre indépendance que nous devons, en tant qu'Européens, prendre notre part dans notre propre protection, disait-il. 4 ans plus tard, force est de constater qu'en la matière, on n'a pas vraiment avancé, Thomas. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Pierre Bourgois, je viens vers vous pour ouvrir peut-être ce chapitre consacré à la défense européenne, parce que là, il y a quand même, c'est peut-être le point sur lequel il y a le plus d'arguments cohérents, logiques pour Donald Trump. Oui, vous avez raison, et je vous remercie d'avoir diffusé ce mini-reportage qui, je trouve, met l'accent là où il faut mettre l'accent. En 20 ans, donc vous avez montré l'exemple de la guerre en Irak, mais en 20 ans, on en a eu des exemples durant lesquels les Américains attaquent ouvertement les Européens. Et on peut même aller plus loin. Le retrait aussi d'Afghanistan, qui a été sans concertation avec les Européens, qui a été décidé par Donald Trump, mais poursuivi par Joe Biden. Les affaires des écoutes aussi, sous Obama, qui avait aussi fait scandale à l'époque. On en a plein. On a le retrait des États-Unis de l'accord de Kyoto. On peut continuer comme ça sur une liste presque indéfinie. Donc, et sur la défense, alors ? Alors, sur la défense, je pense que c'est un... Il a raison, Donald Trump et ses prédécesseurs avant lui aussi. L'Europe, depuis des décennies, ne dépense pas assez d'argent. Exactement. Et là, c'est vrai que je vais dire à Van der Leyen, elle ne m'écoute pas, mais je vais quand même lui dire, de aussi balayer devant sa porte, parce que les Européens
font les surpris de voir le positionnement américain. Donald Trump a été élu en 2016. Ça fait presque maintenant déjà 10 ans. Et on réagit que très tardivement. Il y a encore beaucoup de pays européens qui ne consacrent pas les fameux 2% de leur PIB, notamment l'Italie, on en a parlé récemment. Donc je pense aussi qu'en matière de défense, il y a un véritable enjeu. N'oublions pas aussi que le seul pays dans l'Union européenne qui a l'arme atomique, c'est évidemment la France. On peut prendre la Grande-Bretagne si on élargit en dehors de l'Union européenne. Donc je dirais qu'en matière de défense, lorsqu'on parle d'autonomie stratégique et de défense en tant que telle européenne, je dirais de quoi parle-t-on? Parce que l'Europe n'est pas encore souveraine en matière de défense, elle est encore loin de l'être. Donc je dirais que sur ce point-là, Donald Trump a ciblé juste, et vous avez vu d'ailleurs que c'est pas uniquement depuis les attaques de Donald Trump, c'est aussi depuis l'intervention russe en Ukraine, mais on a eu un réveil en tout cas, on sent que les pays européens maintenant veulent enfin consacrer davantage d'argent à leur défense. Marc Lazare, je viens vers vous parce que je me souviens d'un débat qu'on avait organisé sur ce plateau avec uniquement des correspondants européens en France. Et alors, plus on s'éloignait de l'Est de l'Europe, moins il y avait d'appétence pour dépenser de l'argent en matière de défense. Qu'est-ce qui se passe en Italie ? Alors, Giorgia Meloni est prête à mettre un peu plus d'argent pour justement l'effort de défense. Et d'ailleurs, ce sera sans doute un des arguments qu'elle avancera auprès de Trump en disant « je fais un effort et donc toi aussi tu peux faire un effort ». Donc les fameux 2% dont on vient de parler, apparemment le gouvernement italien est en train d'aller vers cela, avec peut-être des calculs un peu bizarres parce que certaines critiques ont fait remarquer que dans ce plan, on inclurait les dépenses pour les carabiniers. Et donc, pour essayer de faire une petite manipulation. Enfin, peu importe, il y a cette idée, mais le gros problème en Italie, c'est l'importance, et vraiment, moi, ça me frappe, puisque je suis à Rome ici, là, pour mes enseignements depuis le mois de février, que le mot-clé ici en Italie, c'est paix. Quand je regarde et j'écoute les médias français, j'allais dire, le mot-clé, c'est la guerre. Non pas que les Français, la France veuille faire la guerre, mais on raisonne autour de la perspective de la guerre. Ici, c'est la paix, et c'est un énorme problème pour Giorgia Meloni. C'était vraiment un énorme problème. Pourquoi ? Parce que dans sa coalition gouvernementale, je vous rappelle qu'elle gouverne avec Forza Italia, le parti créé par Silvio Berlusconi, qui est lui sur des positions plutôt pro-européennes, mais avec la Ligue qui représente 8%, et la Ligue est sur des positions totalement pacifistes. C'est d'ailleurs une contradiction parce que le même dirigeant de la Ligue essaye d'être l'interlocuteur lui aussi principal de Donald Trump et de Vance lors de sa visite prochaine à Rome. Mais il est sur des positions, la paix totale. Et une partie de l'opposition est sur ces positions. C'est-à-dire d'ailleurs, il y a eu une très grande manifestation à Rome récemment pacifiste. Et ça renvoie à l'histoire, c'est l'héritage d'abord du fascisme. Je vous rappelle que l'article 11 de la Constitution déclare que l'Italie répudie la guerre, et puis c'est l'héritage de la culture catholique, encore très présente dans ce pays, et l'héritage de l'ancienne culture, enfin plus exactement de la culture de l'ancien Parti communiste italien. Donc Giorgia Meloni, elle est dans un problème, elle est prête à mettre un peu plus d'argent, là c'est sa position, j'allais dire, pro-européenne, puis faire plaisir à Trump. Elle a soutenu, et elle continue de soutenir l'Ukraine en envoyant des armes contre une partie de son opinion, contre la majorité de la partie de l'opinion publique italienne, et elle est donc devant ces dilemmes. Et la tradition pacifiste ici est très très forte, et c'est un élément de perturbation de sa coalition gouvernementale actuelle. Allez, plusieurs demandes de prise de parole. Je reviens vers vous et ensuite Mickaël. Oui, juste sur cette idée que les Européens ne financeraient pas suffisamment leur propre défense, c'est aussi une idée ancienne. Dans les années 2000, on a un intellectuel important, néoconservateur, Robert Kagan, qui avait écrit un article, un ouvrage qui s'appelait Power and Weakness, et il attaquait directement les Européens qu'il considérait comme dans une bulle sortie de l'histoire. Et en gros, sa vision, c'était de dire que les Américains font l'histoire, font le monde, pendant que les Européens, eux, peuvent parler des questions sociétales, etc., parce qu'ils sont justement protégés par ce fameux parapluie américain. Ah oui, s'il n'y avait pas le parapluie américain, ils ne pourraient pas... Exactement, c'est un luxe. Enfourcher ses valeurs. L'expression n'est pas bonne, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Oui, en tout cas les faire progresser. Mais c'est vrai que l'autre aspect de cette tension aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis, c'est au fond, qu'en est-il de la coopération du renseignement ? Puisqu'on parle énormément, effectivement, de séparation économique, on parle d'approche mercantile, de guerre pour les intérêts, non plus de guerre pour les valeurs, comme c'était avant le cas. Qu'en est-il de la coopération du renseignement ? Ça ouvre un dernier chapitre. Merci beaucoup, Mickaël. Est-ce que ce sont encore nos alliés ? Je vais vous poser la même question à tous. Je commence avec vous. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, sur beaucoup de plans, alors sur la défense, même si tout ce qui vient d'être dit est exact, c'est-à-dire que de ce point de vue, Donald Trump est de bonne foi.
C'est-à-dire que l'Europe a profité longtemps du parapluie américain et donc a pu dépenser de l'argent pour autre chose que pour sa défense. Et c'est vrai qu'elle ne le fait pas assez encore aujourd'hui et que son organisation est totalement balbutiante. Mais c'est un allié, vous savez, les États-Unis, c'est pas propre à l'Europe et c'est pas propre à la France, c'est quand même un allié. Vous vous souvenez de cette phrase célèbre, c'est dangereux d'être un ennemi des États-Unis et c'est mortel d'être un ami des États-Unis. Bon, je pense donc c'est pas nouveau. C'est pas tout à fait nouveau. Oui. Et oui, mais là il y a ce qu'on a. Pardon de vous interrompre, mais quand même cette question des valeurs de la démocratie. On n'a pas parlé d'état de droit, mais c'est quand même majeur aussi dans le débat. Ça change la donne quand même. Oui, bien sûr, parce que on voit que l'Europe a pris un autre chemin que cette démocratie illibérale dont vous parliez et n'a pas du tout l'intention de changer. Les pays d'Europe de l'Ouest ne vont pas, sauf changement interne lié à une démocratie qui, celle-là, est vraiment ouverte, changer de philosophie. Donc, il va falloir en tenir compte, c'est absolument certain pour les années à venir. Allez. Mais sur la défense, il y a notamment sur la question du renseignement, auquel Michael faisait allusion à l'instant, il y a un socle qui ne pourra pas tout de suite disparaître. On en a besoin. Alors, est-ce que vous mettez toujours les États-Unis dans la liste des alliés de l'Union européenne ? Je pense que ce qu'il faut noter avec ces menaces, ou en tout cas ces provocations américaines, c'est plutôt une redéfinition en fait, de qui sont les alliés et qui sont les ennemis. Et au lieu d'avoir une version très, comment on pourrait dire ça, verticale de la séparation entre alliés et ennemis, avec un peu binaire, la civilisation occidentale et puis les ennemis de l'Occident de l'autre côté, je pense qu'on a une sorte de séparation horizontale, dans le sens où Vance en particulier, mais l'ensemble de la nouvelle administration, finalement, force les Européens à faire un choix entre le front de la tradition et le progressisme, la version symbolisée par Vance, qui pour Vance culmine dans l'Union européenne, c'est-à-dire d'un côté une défense du progressisme et de l'autre le front de la tradition. Et finalement, ces mesures, ces provocations forcent à la fois les Européens, mais même l'ensemble en fait, du monde, à se positionner selon cette nouvelle opposition entre alliés de la tradition et ennemis de la tradition. On pourrait se dire, Pierre Bourgois, que c'est aussi une opportunité finalement pour l'Union européenne. Oui, mais moi je considère que ce sont évidemment toujours des alliés, et des alliés aussi pourquoi ? Parce que nous avons les mêmes adversaires. La Russie, la Chine. Et dans un jeu de oui, mais là, en ce moment, cette évidence, elle est un peu brouillée. Je pense que, comme il y a pas mal de pays européens qui se disent, est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers la Chine ? Oui, mais je pense que ça serait... Ce serait sans doute une erreur, mais en tout cas, c'est un vrai débat. J'espère que les relations s'amélioreront. Je pense que malgré tout, le phénomène Trump traduit quelque chose de plus profond, et d'ailleurs, beaucoup de personnes au sein même des populations européennes partagent ce sentiment-là. Oui. Je pense aussi que le phénomène Trump n'est pas sûr qu'il dure. Vous avez cité les élections de midterms qui peut-être vont fragiliser Donald Trump. Je ne veux pas imaginer un monde dans lequel la France et en tout cas l'Union européenne se détachent à ce point des États-Unis pour ne plus les concevoir comme alliés. Je vais faire le dos rond, quoi. Écoutez, on l'a déjà fait par le passé. Encore une fois, je pense que l'exemple que vous avez montré historique est extrêmement important sur ce point-là. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de votre livre, Pierre Bourgois, Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard, qui est publié aux presses universitaires de France. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain, 18h, 22h, pour un nouveau Sens Public. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsena.fr ou alors nous écouter, nous réécouter en podcast. Et puis notez que l'invité de la matinale demain face à Oriane Mancini, ce sera Jérôme Guedj, le député socialiste de l'Essonne. Belle soirée. Merci.